Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la loi exponentielle, de la loi de Poisson, et qui sont deux lois que peuvent suivre une variable aléatoire, et puis aussi du lien qu'il y a entre ces deux lois. Commençons avec la loi exponentielle. Et donc, si on dit que si une variable aléatoire x suit une loi exponentielle, alors ça veut dire que la variable aléatoire a cette fonction de répartition-là. Donc si vous voulez, on a pensé à cette fonction de répartition-là, et si une variable aléatoire a effectivement cette fonction de répartition-là, on dit que la variable aléatoire est distribuée selon la loi exponentielle. Et on note ça souvent, x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc une variable aléatoire distribuée selon la loi exponentielle, c'est une variable aléatoire continue et positive dont la fonction de répartition, comme je vous ai dit, est égale à 0, donc si x est plus petit que 0, et égale 1 moins exponentielle de moins lambda x si x est plus grand ou égal à 0. Donc vous voyez effectivement que la fonction de répartition là ne dépend que d'un paramètre, et c'est le lambda. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le lambda aussi est positif. Et ben, on peut faire des tests déjà ici. Est-ce qu'on a bien une fonction de répartition? Donc si on évalue la fonction de répartition à moins l'infini, eh ben, on sait que ce sera égal à 0, étant donné que dès qu'on a l'argument qui est plus petit que 0, la fonction de répartition est définie comme étant égale à 0. Et si on évalue la fonction de répartition en plus l'infini, alors on aura 1 moins exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et donc on aura juste 1. Ce qui nous donne donc f de plus l'infini est égal à 1. Donc ça, c'est deux conditions pour qu'une fonction soit une fonction de répartition. Et la troisième condition, c'est que la fonction n'est pas décroissante. Alors, pour calculer la croissance ou la décroissance de la fonction de répartition, étant donné qu'on a quelque chose qui est continu, donc dérivable, on va calculer sa dérivée. Alors, si x est plus petit que 0, la dérivée de notre fonction de répartition, ça va être égal juste à la dérivée de 0. Et donc, la dérivée de 0, c'est 0. Et si x est plus grand ou égal que 0, alors la dérivée de la fonction de répartition, ça va être la dérivée de ce terme-là, 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et la dérivée de ce terme-là, c'est moins lambda fois exponentielle de moins lambda x. Et donc, on voit que dans les deux cas, la dérivée de la fonction de répartition est plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que la pente de la fonction de répartition n'est jamais négative. Elle est toujours égale à 0 ou plus grande que 0. Et donc, notre fonction de répartition n'est jamais décroissante. D'ailleurs, la dérivée de la fonction de répartition, pour rappel, c'est ce qu'on appelle la fonction de densité. Donc, vous pouvez vous rappeler qu'une loi exponentielle a comme fonction de densité lambda fois exponentielle de moins lambda x si x est plus grand ou égal à 0. Et sinon, c'est égal à 0. Alors ensuite, l'espérance d'une variable aléatoire qui a distribué selon la loi exponentielle, et ben pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire, si cette dernière est continue, alors on va faire l'intégrale sur toutes les valeurs possibles de x fois la densité de la variable aléatoire. Et en remplaçant donc le f de x ici par la fonction qu'on a là, et en procédant à une intégration par partie, on va trouver finalement que l'espérance est égale à 1 sur lambda. Pour la variance, alors on peut exprimer la variance de plusieurs manières, par exemple de celle-ci. La variance est égale à l'espérance de la variable aléatoire au carré, moins l'espérance de la variable aléatoire élevée au carré. Et donc, on peut réécrire ça de cette manière-là. Et de nouveau, en faisant les calculs et en faisant de l'intégration par partie, on tombera cette fois-ci sur le fait que la variance est égale à 1 sur lambda carré. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces notions d'intégration, intégration par partie, primitive, etc., je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo qui vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite dans le cours de mathématiques et qui traite de l'intégration. Alors ensuite, une propriété très importante de la loi exponentielle, c'est sa propriété d'absence de mémoire. Prenons un exemple pour illustrer ça. Imaginons qu'on s'intéresse au nombre de minutes qu'il faille attendre avant l'arrivée du prochain client. On modélise cette quantité par la variable aléatoire x et on fait l'hypothèse que x suit une loi exponentielle avec un paramètre lambda. Ce paramètre est encore à définir, mais disons que c'est lambda. Donc,
On se pose ensuite la question, quelle est la probabilité d'attendre plus que 5 minutes? Donc, traduit en termes mathématiques, c'est la probabilité que x soit plus grand que 5. Je l'ai réexprimé comme étant 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire à cet événement-là, c'est-à-dire x soit plus petit ou égal à 5. Et en utilisant le fait que x suit une loi exponentielle et qu'on connaît la fonction de répartition de la loi exponentielle, et que ce terme-là, c'est la fonction de répartition de la loi exponentielle évaluée à 5, eh bien on remplace simplement par ces informations-là et on obtient finalement exponentielle de moins lambda 5. Maintenant, si on se pose la question, si j'ai déjà attendu 10 minutes, quelle est la probabilité d'attendre encore plus que 5 minutes? Alors ici, si on veut traduire en termes mathématiques, déjà on doit conditionner sur un événement parce que là on a de l'information. On sait qu'on a attendu déjà 10 minutes et que dans ces 10 minutes, personne n'est arrivé. Donc on sait que le x, le temps qu'on devra attendre avant qu'une personne arrive, va être plus grand que 10, étant donné que personne n'est arrivé dans les 10 premières minutes. Donc on conditionne sur cette information-là, x est plus grand que 10, et ensuite l'événement qui nous intéresse, c'est que x soit plus grande que 5 plus 10, parce que de nouveau, on a déjà attendu 10 minutes et on s'intéresse à la probabilité d'attendre encore 5 minutes de plus, au moins. Et donc, on cherche la probabilité que x soit plus grand que 5 plus 10, sachant que x est plus grand que 10. Alors cela, on peut le réexprimer comme étant la probabilité que x soit plus grand que 15, sachant que x est plus grand que 10. Et en utilisant les bonnes formules pour les probabilités conditionnelles, on peut réexprimer ça comme la probabilité de l'intersection entre les deux événements x plus grand que 15 et x plus grand que 10, divisé par la probabilité que x soit plus grand que 10. Alors pour la probabilité de l'événement là au numérateur, on voit que la seule manière pour que ces deux événements soient vrais, c'est que x soit plus grand que 15. Si on dessine un diagramme de Venn, et qu'on s'intéresse à ces deux événements, alors l'événement x est plus petit que 10 serait par exemple ce rond, et l'événement x est plus petit que 15 est moins probable, mais il est contenu dans x est plus petit que 10. Et donc la probabilité d'avoir l'intersection entre les deux, c'est juste la probabilité d'avoir juste cet événement-là, ce que je réécris ici, donc la probabilité que x soit plus grand que 15. Et je garde la probabilité là au dénominateur. En remplaçant donc ces deux quantités par ce que je sais, étant donné que je sais que x suit une loi exponentielle, j'obtiens ce ratio. Et en mettant ensemble donc ces deux exponentielles, j'obtiens finalement exponentielle de moins lambda fois 5. Ce qui est exactement la même chose que ce que j'avais calculé plus haut. Pourtant, c'est une question un petit peu différente. Donc vous voyez, dans ces deux cas, on a la même réponse, mais la question a un petit peu varié. Et ce qui a varié, en fait, c'est que dans le second cas, on a conditionné sur le fait qu'on avait déjà attendu un certain temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle justement la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle. C'est que, au fur et à mesure, dans cet exemple, par exemple, au fur et à mesure qu'on va attendre, que du temps va passer, à chaque fois qu'on va se reposer la question, bah tiens, quelle est la probabilité maintenant d'attendre plus que 5 minutes? Eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, cette probabilité ne va pas changer. Si on conditionne sur le fait qu'on a déjà attendu un certain temps et que personne n'est arrivé durant ce temps-là. Alors cette propriété, elle est vraie pour toutes les lois exponentielles, pas seulement celle qui va modéliser le temps qu'on doit attendre. Aussitôt que x est une loi exponentielle, alors cette propriété est vraie. Et puis donc x, ça peut modéliser le temps d'attente avant l'arrivée d'un client, ou bien la distance avant l'occurrence du prochain trou dans la route, etc. Donc on peut imaginer tout un tas d'exemples qui ne sont pas nécessairement le même que j'ai cité précédemment. Et puis donc cette propriété d'absence de mémoire peut être énoncée comme ça. Donc la probabilité que x soit plus grand que petit t plus x, sachant que x est déjà plus grand que petit t, c'est simplement égal à la probabilité que x soit plus grand que petit x. Donc vous voyez que ce t ici n'intervient pas, et c'est ce qu'on appelle l'absence de mémoire. On peut aussi calculer la probabilité de l'événement complémentaire à celui-ci. Donc au lieu d'avoir la probabilité que x soit plus grand que t plus x, sachant cette information, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à t plus x, sachant la même information. Et alors, étant donné qu'on a la probabilité de cet événement, qui est l'événement complémentaire à celui-ci,
on peut calculer que cette probabilité-là, c'est 1 moins la probabilité qu'on a là-haut. Mais la probabilité qu'on a là-haut, c'est égal à P de x plus grand que petit x. Donc tout ça, c'est égal à 1 moins P de x plus grand que petit x. Et ceci, c'est égal à la probabilité que x soit plus petit ou égal à x. Ce que j'ai noté ici. Et donc, la démonstration de cette propriété pour la loi exponentielle, je l'ai déjà faite sur le slide précédent. Mais voilà une démonstration plus générale où on utilise t et x au lieu des chiffres que j'avais utilisés précédemment. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse mettre pause pour regarder comment j'ai fait. Alors, cette propriété d'absence de mémoire est importante parce que si vous avez un phénomène pour lequel vous savez qu'il y a de l'absence de mémoire, alors vous allez chercher à utiliser une fonction de répartition pour décrire ce phénomène qui a la propriété d'absence de mémoire. Et à l'inverse, si vous savez qu'il n'a pas la propriété d'absence de mémoire, donc le phénomène auquel vous êtes intéressé, vous savez que vous n'allez pas utiliser une fonction de répartition qui a cette propriété-là. Et puis si vous voulez des exemples de phénomènes avec ou sans l'absence de mémoire, n'hésitez pas à taper sur Google propriété d'absence de mémoire, ou bien en anglais vous aurez plus de résultats en tapant memoryless property. Je sais que sur la page Wikipédia au tout début de l'article, vous avez quelques exemples justement de phénomènes qui ont ou qui n'ont pas cette propriété d'absence de mémoire. Ensuite, la loi de Poisson. Donc si une variable aléatoire, par exemple R, suit une loi de Poisson, on le note de cette manière-là. R suit une loi de Poisson avec un paramètre lambda. Ce qui veut dire donc que la loi de Poisson ne dépend que d'un paramètre qu'on note très souvent lambda. Et puis lambda, c'est le nombre moyen d'événements par unité. Une variable aléatoire de Poisson, on l'utilise pour compter un nombre d'événements arrivant au hasard dans une unité particulière d'une mesure continue, par exemple le temps ou la distance. Ou alors si ce n'est pas une unité de mesure continue, c'est un très grand nombre d'unités. Alors sur ce slide, vous avez plusieurs exemples de phénomènes pour lesquels on peut utiliser une variable aléatoire de Poisson pour les décrire. Et donc, l'espace des réalisations pour une variable aléatoire de Poisson, c'est 0, 1, 2, etc. jusqu'à l'infini. Donc, on a affaire à une variable aléatoire discrète, ce qui est normal étant donné que c'est une variable aléatoire qui va compter un certain nombre d'événements. La fonction de masse de probabilité, ou la distribution de probabilité, est donnée par cette formule-là. Alors ensuite, sur les autres slides, vous avez plusieurs informations ou exemples par rapport à la loi de Poisson. Par exemple, sur ce slide, vous avez le fait que l'espérance d'une loi de Poisson, c'est égal au paramètre lambda, mais également la variance de la loi de Poisson qui est égale au paramètre lambda. Et pour les autres slides, je vous laisse regarder par vous-même si ce n'est pas encore fait. Mais moi, je veux revenir sur deux choses pour la fin de cette vidéo. La première, c'est le lien entre la loi de Poisson et la loi exponentielle. Et la deuxième, c'est sur les combinaisons linéaires des lois de Poisson. Donc la première chose, je vous ai fait ce petit exemple sur lequel je vais m'appuyer pour vous expliquer ce lien. Donc imaginez qu'on ait une variable aléatoire R qui soit le nombre d'événements qui ont lieu dans un intervalle de temps entre T0 et T1. Notez que ça aurait pu être une distance ou un autre intervalle d'une mesure continue. Donc la variable aléatoire peut prendre plusieurs valeurs, par exemple la valeur 3. Et si elle prenait la valeur 3, alors ça voudrait dire qu'il y aurait eu entre T0 et T1 3 événements qui se sont produits. Et puis donc j'ai noté les événements ici avec une croix. Alors un exemple, ça aurait pu être que le premier événement se produise ici, le second là et le troisième là. On aurait aussi pu imaginer qu'on ait 3 événements qui se produisent mais à des temps différents. Ou alors on aurait pu imaginer également qu'on ait 5 événements qui se produisent à ces différents temps-là, ou n'importe quel autre nombre d'événements plus grand ou égal à 0. Et ce que je veux vous expliquer ici, en fait, vous voyez là qu'entre chaque événement, entre le début et le premier événement, ou entre le premier événement et le second, ou entre le second et le troisième, eh bien il y a un temps qui sépare chacun de ces événements-là. Eh bien, dans le cas d'une loi de Poisson, si R, donc si le nombre d'événements qui ont lieu dans cet intervalle-là suit une loi de Poisson, alors le temps entre deux événements, ou bien entre le début et le premier événement, ça suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Ou pour le dire autrement, imaginez que vous vous situiez à ce temps-là, et que vous savez que vous avez affaire à un processus de Poisson. Alors si vous essayez de déterminer la distribution du temps que vous allez devoir attendre jusqu'au premier événement, cette distribution sera une distribution exponentielle.
Pareil, si vous vous placez du point de vue, par exemple, du premier événement, une fois que le premier événement a eu lieu et que vous vous posez la question quelle est la distribution du temps que je vais devoir attendre jusqu'au second événement, alors cette distribution sera également une distribution exponentielle. Et la dernière chose que je vais mentionner, c'est à propos de combinaisons linéaires de Poisson. Donc imaginez qu'on ait eu deux variables aléatoires de Poisson, R1 et R2, qui ont chacun un paramètre potentiellement différent, ou alors le même. Disons que c'est lambda 1 et lambda 2. Alors la somme R1 plus R2 va suivre une loi de Poisson dont le paramètre c'est la somme des deux paramètres, seulement si les deux intervalles pour R1 et R2 ne se chevauchent pas. Donc dans ce cas-là, si on a R1 et R2 qui ne se chevauchent pas et qui sont même distants d'un certain temps, alors ça va jouer. Si on a les deux intervalles qui se collent exactement mais qui ne se chevauchent pas, ça va également jouer. Par contre, s'il y a un chevauchement comme dans ce dernier exemple-là, alors R1 plus R2 ne va pas suivre une loi de Poisson lambda 1 plus lambda 2. Il va falloir retravailler un petit peu cette expression pour savoir quelle loi va suivre R1 plus R2.